Chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la recherche, réunissant comme d'habitude des praticiens et des chercheurs. Et pour ce nouveau rendez-vous de la recherche, à nouveau en partenariat avec l'association Femmes de l'Intérieur, dont la présidente, la générale Guillaume Méritens, laquelle parlera tout à l'heure, s'exprimera pour vous accueillir. Ce soir, dans la foulée un peu du numéro de 2017 des Cahiers de la sécurité et de la justice, revue que j'espère chacun d'entre vous lit attentivement, le numéro 42 en 2017 s'intitulait « Une étude en noir, le crime et l'enquête dans la production culturelle ». Et donc, nous revenons ici à l'IHUMI avec le polar, donc ce qui nous éloigne un petit peu de nos discussions habituelles avec le ministère de l'Intérieur sur de nombreux sujets, évidemment, des crises, la prospective, voilà, je n'insiste pas. Mais nous le faisons ce soir de façon, j'ai envie de dire, assez originale, et en même temps, en disant ça, j'espère que je ne vais pas être critiqué, de façon originale par l'identité avec l'intervention des femmes, et sous plusieurs aspects. Et pour cela, donc, nous avons avec nous Mathieu Arbogast, docteur en sociologie, chargé de mission pour la place des femmes au CNRS, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a questionné des stéréotypes dans sa thèse des femmes canon, les policières de séries télévisées entre normalité et normativité. Caroline Granier est normalienne, agrégée, docteur en lettres modernes. Elle interroge dans 2 essais les représentations des femmes dans les polars contemporains, Armes égales, les femmes armées dans les romans policiers contemporains et Enquête d'héroïne. Céline Dangean, diplômée de droit et de criminologie, puis éducatrice spécialisée, elle a écrit plusieurs romans policiers et a obtenu le prix de l'embouchure ainsi que le prix Polar du meilleur roman francophone 2018 au 23e festival Polar de Cognac pour son roman Le Cheptel. Claire Raphaël, ingénieure de police technique et scientifique et experte judiciaire, elle a écrit, elle aussi, plusieurs romans policiers comme Les Militantes, Les Gagneuses, S'il n'était pas si fou. Sylvie K, responsable de la Bibliothèque des littératures policières, la Bilipo à Paris. Eh bien, ça nous promet, j'espère, une belle soirée. Et autour de ce roman, de ce genre sans cesse renouvelé, là, moi, je dois avouer à titre personnel, même si ce n'est pas l'objet de... Je ne lis pas tellement de polars français, mais en espagnol, j'en lis régulièrement, puisque chacun sait que je suis hispaniste. Et en Espagne, on a pas mal d'auteurs qui mêlent, que ce soit Cercas ou d'autres, et puis il y a eu des personnages célèbres, il y a aussi Leonardo Padula à Cuba, enfin voilà, il y a toute une littérature généralement hispanique sur les romans policiers et l'histoire, les romans policiers dans la vie, parce que c'est certain, un roman policier c'est la vie, donc c'est le roman, et je pense que nous allons passer une très bonne soirée. Et je rappelle ou j'informe que le prochain rendez-vous de la recherche, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore annoncé, ou déjà annoncé, c'est le 15 décembre, alors sur un sujet tout à fait différent. C'est le chercheur au CNAM Eliamine Setoul qui viendra nous parler du djihadisme. Voilà, mais évidemment, on peut aussi avoir du djihadisme dans les romans policiers. Certains me viennent à l'esprit d'ailleurs, comme... Bref, bon, on dirait que c'est un peu compliqué d'improviser, mais ça se passait au Sahel, là, ce fameux roman. Bref. C'était pas Ruffin qui avait fait un roman là-dessus. Bon, bref. Voilà, et donc comme chacun le sait, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez la possibilité d'intervenir dans le panneau blanc à la droite de votre fenêtre Livestorm. Il y a l'onglet de chat d'un côté pour discuter l'événement et de l'autre
l'onglet des questions. Voilà. Excusez-moi, j'ai été, je le sens bien, un petit peu confus ce soir et je passe la parole à Isabelle. Merci à tous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, en présentiel et en distanciel. Un grand merci à nos intervenants et intervenantes. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir pour ce rendez-vous, donc organisé en partenariat entre, bien sûr, l'IHEMI dans son travail de recherche et de réflexion, et puis l'association Femmes de l'Intérieur, qui travaille sur l'égalité professionnelle au sein du ministère de l'Intérieur et qui rassemble les différents corps du ministère dans la diversité de leur statut. Et nous sommes donc ravis d'avoir imaginé le thème de cette rencontre et de cet échange pour interroger des chercheurs, des autrices sur la mise en avant de leurs héroïnes, à la fois en plus dans des romans policiers qui mettent en avant des policiers et des gendarmes, ce qui permet aussi de couvrir le panel des corps de notre ministère. Voilà, nous sommes ravis aussi d'accueillir des membres d'autres réseaux féminins de la fonction publique ou du secteur privé avec lesquels nous travaillons au quotidien. Sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, je remercie d'avance l'ensemble des intervenants pour leur engagement à nos côtés, leur présence aujourd'hui, et je laisse la parole à Catherine Quinquet-Bop qui anime cette table ronde. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général. Donc nous voici réunis pour évoquer la place des femmes dans le milieu de la sécurité, dans le milieu du crime et au fond dans les métiers d'autorité. Évidemment, le ministère de l'Intérieur est tout particulièrement intéressé par ces évolutions, puisque, comme les uns et les autres peuvent le savoir, la place des femmes évolue, la place des femmes dans cet univers de la sécurité et de l'autorité. Aujourd'hui, 29% des effectifs du ministère de l'Intérieur sont des femmes, et ce taux est un peu divers, évidemment, diversifié en fonction des différents corps. 21% pour les corps titulaires de la police et 62% pour les corps de la police technique et scientifique. Plusieurs figures emblématiques, connues, des non connues de tous, sont venues incarner cette féminisation, cette présence féminine dans notre ministère. J'en cite quelques-unes pour le plaisir. Martine Monteil, Mireille Balestrazi, Marie-France Monéger, Pascale Dubois, plus récemment, Céline Berton, qui est actuellement la première femme directrice centrale de la sécurité publique, Yvette Chassagne, première préfète, Bernadette Malgorn, première femme secrétaire générale du ministère de l'Intérieur, et bien entendu, je n'oublie pas notre présidente Isabelle Guillon de Méritens, qui est une pionnière, elle également, dans la gendarmerie. Donc, parallèlement aux évolutions qui sont constatées dans le monde réel, tel que je viens de l'évoquer maintenant, qu'en est-il du monde de la fiction? Est-ce que ces deux mondes évoluent de manière parallèle, de manière symétrique ou pas? De la fiction à la réalité, de la réalité à la fiction, vice-versa. Quelle place pour les femmes dans cet univers de la littérature policière et plus largement des séries aussi, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un spécialiste des séries policières. Donc c'est ce double questionnement que nous allons tenter de faire devant vous. Questionnement des autrices, mais aussi questionner leurs héroïnes, ou leurs héros, leurs héroïnes en l'occurrence. D'abord, peut-être une question. On dit communément que ce genre littéraire est maintenant de plus en plus investi par les femmes. Alors ça, c'est peut-être une question à la fois pour une chercheuse, mais aussi pour des autrices. Qu'en est-il? Est-ce qu'on sait finalement à quand remonte, quelles sont les grandes figures, les grandes dates de l'entrée des femmes dans la littérature policière, qui est un genre un peu spécifique? Alors ça, c'est peut-être une question de courbe. Je ne sais pas qui, Caroline Granier peut-être. En fait, les femmes ont toujours été là dans l'écriture des romans policiers. Il y a même un universitaire qui prétend que le roman policier est féminin originellement.
Les premiers romans américains en Grande-Bretagne, ce sont des femmes. Simplement, elles ont été ensuite exclues des anthologies, des histoires littéraires, et on les a un petit peu oubliées, au point que maintenant, quand on parle des femmes, on va parler d'un corpus, ça va être un chapitre à part, les femmes autrices de romans policiers, comme s'il fallait absolument en faire une catégorie spécifique. Mais elles ont toujours été là. Alors après, effectivement, peut-être un peu moins dans les années 70, 80, parce que je pense aussi que c'était beaucoup plus dur de publier. Ou alors que quand elles publiaient, on parlait moins d'elles. Et même aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est vraiment différent, il y a eu une grande vague dans les années 90, au point que tous les journaux, c'était vraiment une tarte à la crème. Les femmes en noir, les femmes à l'assaut du roman policier, enfin on ne parlait que de ça, comme si c'était une nouveauté, comme si tout d'un coup les femmes se mettaient à écrire des romans policiers. Mais c'est devenu plus ou moins visible, on va dire, et au point qu'aujourd'hui, c'est une vraie mode, et des auteurs masculins comme Michael Connelly, comme les auteurs très connus, féminisent leurs équipes d'enquêteurs, d'enquêtrices, ou alors créent un personnage féminin. Donc ça devient même un argument de vente, je pense, un argument commercial. Mais malgré ça, je ne sais pas si vous allez voir dans les étals des librairies ou dans les festivals ou les revues littéraires, je trouve qu'on voit toujours une majorité d'auteurs masculins, sauf quand il y a un numéro spécial tous les ans sur les femmes autrices. Mais le reste du temps, c'est quand même majoritairement toujours masculin, alors que les femmes sont très présentes, et je crois qu'elles sont... alors, moi, je n'ai pas les chiffres là récents, hein, mais elles écrivent... Depuis toujours. Depuis toujours, et là, peut-être autant que les hommes. Il n'y a pas moins d'autrices femmes que d'auteurs hommes qui écrivent des romans policiers. Oui, c'est Céline? Non? Je crois qu'il y a une concentration de toute façon en France du lectorat sur un nombre d'auteurs qui est assez restreint dans le domaine du roman noir, pas seulement, dans le domaine de la littérature générale aussi. Et le nombre d'auteurs en France est très très important. On a beaucoup d'auteurs et de bons auteurs, mais finalement des auteurs qui émergent et qui ont un vaste public, il y en a assez peu. Et le public se concentre dans le roman noir sur des auteurs actuellement qui sont souvent des hommes. On entend beaucoup plus parler des auteurs masculins que des femmes autrices, alors qu'elles sont effectivement bien présentes, mais parfois un petit peu oubliées. Oui, alors moi j'ai fait un truc tout bête. Récemment, j'ai été voir ma bibliothèque, puisque je lis évidemment, pas exclusivement, loin de là, mais beaucoup de polars et de romans noirs. Et donc étant particulièrement concerné pour des raisons diverses, étant concerné par la question de la présence du féminin dans le polar, de la présence de l'autrice et de sa visibilité dans le polar français, je me suis dit, bon, j'ai fait des actions précises et j'ai été voir ma bibliothèque. Et donc, j'avoue avec beaucoup de honte que j'ai découvert que j'étais moi-même une grande consommatrice dans le polar français en tout cas, une grande consommatrice d'auteurs masculins et que j'avais finalement fait très peu de place dans ma propre bibliothèque aux autrices femmes. En tout cas, je le redis en français, hein, puisqu'après, pour des raisons que je ne saurais pas vraiment expliquer, mais nous avons quand même une belle mise en avant et une belle visibilité d'autrices anglo-saxonnes, et j'ai le sentiment que la France est un peu à la traîne sur la mise en avant des autrices françaises, et contrairement par exemple à des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis où il y a quand même des femmes qui traversent l'Atlantique et qui arrivent chez nous facilement avec une mise en avant et qui se vendent très très bien, et indépendamment après du genre précis dans lequel elles écrivent au niveau du roman noir, quoi. Enfin, ça peut être souvent du thriller domestique ou du cozy murder comme on dit, mais
elles sont présentes, elles existent, elles sont reconnues, elles n'ont aucun problème à se vendre dans les pays anglo-saxons. Et en France, c'est un peu différent, et j'ai dû admettre que moi-même, j'avais finalement une attitude de consommatrice avec le réflexe certainement d'aller vers ce qui est le plus visible et le plus accessible dès lors que j'entrais dans une librairie. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que finalement, on peut être à ma place et se rendre compte qu'on est quand même dans une forme, ou alors ça voudrait dire, mais dans ce cas-là, tu as dit l'inverse, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup moins de femmes dans le polar et que donc forcément la loi du nombre emporte, fait que par proportion dans la bibliothèque on a plus d'auteurs masculins, mais si j'en crois ma consoeur qui par ailleurs a étudié la question, ce n'est pas le cas. Non, c'est pour ça que j'écris mes livres en fait. Moi, au début, j'étais assez mal à l'aise par rapport à certains stéréotypes machos, on va dire, véhiculés par beaucoup d'auteurs hommes, pas que, hein, d'ailleurs, ça traverse le genre, mais la femme victime, le policier très viril qui vient la sauver les femmes, etc. Bon. Et j'ai cherché un autre polar, on va dire plus féministe, même si ce ne sont pas forcément des autrices ni des personnages qui se revendiquent féministes, mais enfin, on va dire avec des femmes qui sont plus émancipée, ou en tout cas dans un autre rôle. Et c'est vrai qu'au départ, il y a 20 ans, j'ai commencé mes recherches, ça date un peu, j'avais 5-10 noms, on m'a dit va voir de ce côté-là, alors c'était beaucoup des américaines, effectivement, j'avais essentiellement des autrices lesbiennes au départ, d'ailleurs, c'était étrange. Et puis, petit à petit, ma liste s'est étoffée, j'ai eu quelques centaines après d'autrices que j'ai étudiées avec des enquêtrices, des personnages femmes. Et puis, voilà, j'ai écrit ce premier livre et les gens continuent de me demander, parce qu'il était un petit peu long à lire sans doute, un petit peu détaillé, j'avais envie d'expliquer, de comprendre pourquoi cette invisibilisation des autrices, pourquoi elles ne sont pas là, pourquoi on n'en parle pas. Est-ce que vous avez trouvé une réponse? J'ai des milliers de réponses, ça a été très bien étudié, il y a beaucoup de chercheuses, essentiellement anglo-saxonnes, encore une fois, dans des milliers de thèses sur ce sujet dans les années 80. C'est la même chose que dans la littérature blanche, hein, l'invisibilisation des femmes, et c'est la même chose que dans des tas d'autres domaines de la société. Voilà, donc j'ai essayé aussi de comprendre aussi qu'est-ce qui se passait par rapport à ce problème de la violence aussi, parce qu'il y a peu de femmes enquêtrices, mais il y a peu de femmes violentes ou serial killeuses, on va dire, dans la littérature. On évoquera les personnages. Mais pour revenir à la question, voilà, beaucoup de gens continuent de me demander, mais donnez-moi des noms, je ne vois pas, à part Fred Vargas. Alors, Fred Vargas revient tout le temps, voilà, c'est bien, mais elle n'a pas de personnage féminin par ailleurs. Et ce serait une spécificité française? Non, il y en a des françaises, il y en a plein, donc c'est pour ça, après, j'ai écrit un petit bouquin, là, qui est une forme de, c'est sous forme de liste, c'est une liste de 101 enquêtrices, qu'elles soient françaises, américaines, j'ai des espagnols évidemment, un peu de tout, beaucoup de suédoises bien sûr, et j'en ai choisi, c'est complètement, c'est pas du tout exhaustif et c'est complètement partiel, mais voilà, des enquêtrices que j'avais envie de faire découvrir, qui sont pas toujours les plus connues, pour montrer un peu la diversité aussi de ces histoires. Il y a manifestement une spécificité française à ce sujet, c'est de l'invisibilité des femmes. On n'a pas une autrice de best-seller française. C'est vrai, je n'ai pas réfléchi comme ça, effectivement. Peut-être que les Françaises sont moins diffusées, moins connues, effectivement. Dans leur propre pays, je veux dire, parce qu'après, évidemment... Non, je disais juste qu'il me semble que les femmes françaises autrices de polar n'atteignent pas des sommets de vente comparables à celles des hommes en France, alors que ce n'est pas le cas dans des pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes autrices qui sont peut-être moins en nombre, moins visibles, mais dont on peut tous citer le nom, et ne parlons pas maintenant des femmes des pays du Nord, scandinaves, oui. qui vendent énormément et qui sont connues dont le nom retentit à toutes les oreilles. Non, c'est vrai que si on pense à, je ne sais pas, Maud Tabachnik, Dominique Sylvain, elles n'ont peut-être pas le même retentissement qu'Elisabeth Georges, voilà, c'est vrai que P.D. James, enfin,
D'accord. Alors, nonobstant cette faible visibilité, nous avons donc dans cette table ronde 2 autrices. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes lancée dans l'écriture de romans policiers? Claire? Alors, en ce qui me concerne, le passage à l'acte a été assez facile puisque je suis moi-même fonctionnaire de police, je suis ingénieure de la police scientifique et j'écrivais des textes plus formels, de poésie en vers et en prose et j'ai pensé que je pouvais mettre mon talent d'écriture, si j'ose dire, au service d'une sorte de témoignage sur mon métier et j'ai choisi tout simplement de créer comme personnage principal et récurrent de mes 3 romans une fonctionnaire de la police scientifique, donc une femme et donc une personne qui me ressemble un peu et qui fait partie de ces personnels de la police ou de la gendarmerie qui sont assez modernes puisque ce sont des personnes qui vont travailler sur la preuve matérielle. Sachant que dans la police, l'enquête a connu une évolution très importante depuis quelques dizaines d'années, puisqu'on est passé de ce qu'on appelle la culture de l'aveu à la culture de la preuve. Et du coup, les profils des enquêteurs ont changé et on est passé d'un profil assez fort à un profil plus minutieux et plus déterminé. Et c'est là peut-être aussi que les femmes ont pu plus facilement trouver leur place dans les services. Et c'est là du coup que des romanciers qui soient comme moi fonctionnaires de police ou qui ne soient pas du ministère de l'Intérieur comme Céline, peuvent aussi créer des personnages qui sont très réalistes dans le cadre de l'écriture de romans. Et vous, votre motivation, c'était de témoigner sur votre environnement de travail, sur votre travail, faire connaître votre travail? C'était un peu ça. L'idée, c'était aussi de parler de mon métier, qui est un métier assez passionnant, qui fait rêver les jeunes. D'ailleurs, si on en croit le nombre de jeunes gens qui veulent venir faire des stages dans nos services parce qu'ils envisagent d'intégrer notre filière. Et oui, j'avais envie de travailler sur mon vécu professionnel et de le mettre en forme sous cette forme particulière de l'enquête policière. Alors Céline, vous n'êtes pas fonctionnaire de police. Vous avez d'autres motivations qui vous ont poussé à choisir la littérature de genre. Oui. Ben, je pense que pour faire très court, parce que sinon ça demanderait beaucoup de développement et ça n'intéresserait pas grand monde. Je pense qu'en fait, quand on est, enfin, moi, en tout cas, quand je me suis décidé à écrire, j'avais juste envie de transmettre l'exaltation, le plaisir, les frissons que j'avais connus dans mes premières lectures, c'est-à-dire mes lectures d'enfants. Les émotions de l'enfance sont certainement les plus prégnantes et c'est celles, même bien qu'après j'ai pu évidemment découvrir de la littérature plus classique, mais les émotions liées à mes lectures d'enfance sont relativement intactes et je pense que j'ai tout simplement écrit dans le genre qui m'avait procuré le plus de plaisir enfant. C'est-à-dire que la question s'est absolument pas posée pour moi. Ça n'a pas été un choix, ça s'est imposé, je l'ai pas réfléchi, c'est par la suite qu'on m'a posé cette même question, je me suis dit mais pourquoi? Ben voilà la réponse en quelques mots quoi. Et celle de l'idée à la fois de transmettre un maximum d'émotions autour de la peur, du suspense, de la réflexion aussi, voilà, et le désir d'utiliser une trame d'enquête, on va dire ça comme ça, c'est très réducteur, mais d'utiliser une trame d'enquête pour visiter un peu la société, ses mots, ses transgressions, ses passages à l'acte, ses dérives, voilà, c'est ça qui
qui m'avait questionné aussi très tôt. Bon là, voilà, je voulais pas trop arriver sur ce terrain, mais très tôt, j'avais cette question de la violence, de la transgression, de comment, de l'injustice, enfin voilà. Et le polar est un genre extraordinaire pour explorer ces domaines-là et faire une incursion au motif d'une enquête, faire une incursion dans des réalités qui ne nous sont pas nécessairement familières, mais qui sont bien là et qui font notre société. Oui. Effectivement, moi je rejoins tout à fait Céline. C'est vrai que le polar, c'est un texte qui est à la fois très agréable à lire parce qu'on y trouve des émotions fortes et puis l'énigme, mais c'est aussi un roman social, un roman de témoignage et de questionnement de la violence ou parfois tout simplement des failles de la société, et un roman dans lequel on met en scène parfois des invisibles, des personnes dont on parle assez peu, et que essentiellement les policiers, les pompiers, les acteurs sociaux vont rencontrer les médecins, mais qui sont souvent des personnes dont on parle peu ou qui s'expriment elles-mêmes assez peu, des personnes un peu cabossées par la vie. Et du coup, le polar, c'est vraiment ce lieu où on peut se rejoindre pour un auteur ces deux envies, le goût d'écrire sur quelque chose d'un petit peu intéressant sur le plan intellectuel quand on aime travailler sur les énigmes, et puis aussi ce goût de travailler sur le monde social. Peinture sociale. Ouais. Il y a cette... Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était juste dire que finalement, si je me regarde un peu le nombril, je n'ai rien fait d'autre que tourner autour de centres d'intérêt qui étaient là depuis le départ. Vous m'avez présenté rapidement tout à l'heure. J'ai fait droit. Ben, le droit, c'est une recherche. Finalement, c'est une recherche de justice. Et ensuite, j'ai fait éducation spécialisée. C'est une recherche de réparation. Quand on écrit, on utilise le support de la fiction. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai écrit. Pour répondre plus précisément à votre question de départ, j'ai écrit, finalement, c'est une continuité de mes attentions particulières, de mes points d'intérêt et de curiosité et de questionnement, d'où le polar. Alors, je ne vais pas en venir tout de suite aux questions politiques, mais on évoquait tout à l'heure donc la présence des femmes dans ce milieu, en tant qu'autrice, hein, j'entends, dans ce milieu du polar. Est-ce que on peut dire que le roman policier est un territoire de conquête féministe? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors moi, je crois que dans un pays comme le nôtre, où la littérature est considérée comme un art majeur, essayer de trouver sa place dans ce milieu, c'est un peu comme pénétrer une sorte d'aristocratie. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est une démarche de conquête d'un lieu qui semble être un lieu de pouvoir. Après, est-ce que c'est vraiment un lieu de pouvoir ou pas? On pourrait débattre très longtemps pour savoir si les écrivains en France ont un pouvoir d'influence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'être écrivain en France, c'est très bien vu, et être femme écrivain, c'est vouloir conquérir cette place honorable. C'est aussi tout simplement vouloir s'exprimer en son nom propre et ne pas en passer par le biais d'une expression de la part d'hommes qui peuvent parfois s'exprimer très bien sur des sujets féminins ou féministes. Donc oui, je crois qu'un artiste, notamment en littérature, c'est un peu quelqu'un qui est dans une conquête de quelque chose. Je vais être plus terre à terre. De mon côté, quand j'ai commencé quand je me suis décidé à écrire, j'ai pris des contre-pieds, et je suppose, c'est en lien avec votre question, que les contre-pieds que j'ai choisi de prendre, sans vraiment théoriser plus que ça, c'était déjà la marque d'un certain féminisme. Je m'explique. J'ai d'abord choisi, de manière tout à fait délibérée et consciente, de camper un personnage et une héroïne féminine en situation de responsabilité.
Et ça, c'était un contre-pied que je prenais vis-à-vis des polars qui figuraient donc majoritairement dans ma bibliothèque, comme je l'ai évoqué, qui étaient donc majoritairement écrits par des hommes et qui faisaient très peu de place aux femmes dans les postes à responsabilité ou de commandement. Ça, c'était la première chose et c'était volontaire. Et la deuxième chose, bon, ça c'est un peu à part, j'ai pris le parti de camper une gendarme. Alors c'est un peu à part, mais pas que, parce que j'étais fatigué de voir ce flic du 36 quai des Orfèvres, dont on suivait les aventures parisiennes, qui était sur la brèche, un peu alcoolique, mal rasé, avec son blouson en cuir et roulant à moto préférentiellement. Bon, c'était assez agaçant. La France ne se limite pas à ça. Il y avait plein de choses, plein d'autres choses à dire, plein d'autres décors à investir et plein d'autres héros à définir. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, en ayant pris ce parti-là dès le départ, sans vraiment mesurer la portée, je m'engageais déjà dans quelque chose de l'ordre du féminisme. Et alors, de ce fait, qu'est-ce que cette entrée en littérature a changé chez vous? Est-ce que ça a changé aussi le regard que votre entourage porte sur vous? Est-ce que vous avez cette impression ou pas? Non, je pense qu'ils m'avaient cerné. Et puis ils en sont un peu responsables, hein, d'une certaine manière, en tout cas mes parents. Mais j'ai oublié la question. Le regard sur Oui. vous, est-ce que vous-même, ça vous a changé d'entrer en littérature? Oui. Et est-ce que les autres vous regardent Oui. différemment? Alors, je ne sais pas si les autres me regardent différemment, mais moi, je regarde les choses différemment. C'est-à-dire que j'étais à ce moment-là bien loin d'imaginer que je rencontrerais des archétypes et des stéréotypes un peu partout et qu'il faudrait que j'arrive à me faire une place au milieu de ce parterre. Ça, je l'avais pas forcément en tête au moment où j'ai pris où j'ai lancé mon héroïne avec mes partis pris à moi. Voilà, j'avais pas forcément en tête que j'allais rentrer en écrivant du polar dans un milieu assez masculin, avec des codes plutôt virils. Et enfin, je n'en mesurais pas la portée, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et vous, Claire? Oui, moi, je ferais un peu la même réponse. Je ne sais pas très bien si le regard des autres a changé sur moi, mais moi, effectivement, j'ai un petit peu ouvert les yeux sur ce qu'est un écrivain en France, très, très concrètement. J'avais, comme tout lecteur lambda, une idée assez générale. J'ai découvert un peu ce qu'était j'ose pas tout à fait dire ce métier, cette activité. Je suis pas sûre que ce soit exactement un métier. Et finalement, je me suis rendu compte que on a en France beaucoup d'écrivains qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont un vécu professionnel, qui ont travaillé dans des milieux sociaux, qui peuvent apporter beaucoup à la littérature noire, sont des auteurs avec lesquels je suis en grande sympathie. Donc finalement, c'est un plaisir d'être auteur parce qu'on rencontre des personnes intéressantes, les auteurs et puis les bibliothécaires et puis les lecteurs. Les lecteurs, voilà, justement, j'allais vous poser la question de votre lectorat. Est-ce que vous avez dans votre lectorat, est-ce qu'ils se sont manifestés, des policiers, des gendarmes? Est-ce que vous en avez quelques-uns? Qu'est-ce que, bon, pour vous, vos collègues de la PTS, par exemple? Oui, alors moi, j'ai fait mes petites statistiques parce que je n'oublie pas que je suis scientifique quand même à la base, même si je suis devenue écrivain. Donc, mon lectorat, il est féminin et il est âgé de plus de 40 ans. Ah oui, c'est précis ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, majoritairement. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, peut-être que les jeunes sont plutôt à regarder des séries télé. Donc, ce lectorat, effectivement, j'ai quelques lecteurs parmi mes collègues de travail et dont le regard est intéressant et parfois amusant parce qu'ils cherchent à savoir de quelle personne j'ai pu m'inspirer pour créer tel ou tel personnage. Alors ça peut devenir assez amusant, mais je ne dévoile jamais mes secrets de fabrication. Mais alors, et vous, Céline? J'ai encore oublié la question. Alors, je me laisse. Policiers, gendarmes dans votre lectorat. Votre lectorat.
Ouais, c'est là que c'est plus difficile pour moi. Je suis moins scientifique, apparemment. J'ai moins. Si, ce sont des femmes, hein, ça quand même majoritairement, je crois 80% des lectrices de polar, il me semble avoir vu ça quelque part, sont des femmes. Donc effectivement, quand je suis en signature ou en salon, je vois bien que le lectorat est principalement féminin, ce qui d'ailleurs pourrait nous questionner effectivement sur Oui, la préférence, d'intérêt, on va ouais. dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le mot, oui, vers les auteurs qui sont majoritairement masculins. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si, c'est vrai qu'ils ont généralement plus. Oui, il y a très peu de jeunes, mais ça, c'est pas lié au polar, je pense, hein. C'est lié à la littérature de manière générale, je pense. Voilà. Et non, et ce que je peux dire, c'est que les retours de lecture les plus en tout cas, enfin, on aurait pu penser, vu tout ce qui est débattu ce soir, que les femmes nous portaient beaucoup. Mais ben, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont fait des retours extrêmement positifs. Ceux qui lisent, les hommes qui lisent, ils sont déjà moins nombreux. Mais les hommes qui lisent et qui m'ont lu, en tout cas, m'ont fait de très bons retours. Et ça, c'est quelque chose d'assez marrant, finalement, de se dire que peut-être que il y a finalement chez ces hommes-là plus d'ouverture ou de conscience des questions de féminin dans notre société, peut-être que chez des lectrices qui vont vers des lectures que je dirais un peu plus archétypales. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des témoignages de professionnels, donc policiers, gendarmes, oui, on n'y coupe pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'anciens gendarmes ou d'anciens policiers qui se lancent en écriture, ou voire qui font les deux en même temps, et donc qui nous lisent, et du coup on a nécessairement un regard, on va dire, et c'est très bien, un peu plus acéré sur des questions, en tout cas en ce qui me concerne, procédurales ou des choses comme ça, et j'ai pour mémoire un message, un très long message, très sympathique, hein, au demeurant, reçu par un gendarme en fonction, qui m'a dit: alors Madame Donjean, j'adore ce que vous faites, mais si vous le permettez, j'ai 2-3 petits points à vous retourner. J'ai dit: mais avec plaisir. Et donc j'ai reçu à peu près 25 pages de trucs avec. Oui. Et ça, c'est oui, et c'est très bien parce que le polar doit être réaliste. Alors c'est pas du tout un cours. Alors, on doit pas faire des cours de procédure, hein, dans un polar, c'est pas ça. Mais il faut quand même être assez proche d'une réalité. On peut pas inventer. Et en plus, quelqu'un qui s'y connaît, c'est le meilleur moyen de le faire sortir du livre, hein, d'avoir. Voilà. Donc oui, je vois et des gendarmes et des policiers, et certains m'ont même remis un prix. Donc voilà. En effet, oui, à Toulouse. Voilà. Oui. Et je pense qu'ils ont fermé les yeux sur quelques petites erreurs de procédure. Très bien. Alors, je pense que nous pourrions peut-être laisser un petit moment la parole à Madame Sylvie K, qui est responsable de la Bilipo, qui est la Bibliothèque des littératures policières de la ville de Paris, qui est à la tête d'un petit trésor, si j'ai bien compris, et qui d'ailleurs a aidé l'association à monter cette table ronde. Et donc, si vous voulez bien nous présenter votre bibliothèque au pupitre. Donc bonsoir, donc je suis Sylvie K, la responsable de la Bibliothèque des littératures policières, la Bilipo, que peut-être vous ne connaissez pas, qui est l'une des 17 bibliothèques patrimoniales et spécialisées de la ville de Paris, donc le plus gros réseau de lecture publique de France, forcément. Et cette Bilipo a été créée en 1984, donc ce n'est pas une bibliothèque si ancienne que ça. D'abord en tant que fonds spécialisé, donc c'était une toute petite section au sein de la toute nouvelle bibliothèque de la rue Mouffetard, qui se construisait alors et qui a ouvert ses portes au public en 85. Donc on a changé de statut ensuite 10 ans plus tard, en 95, on est devenu une bibliothèque autonome
Et on a investi les locaux qui sont nos locaux actuels au 48-50 rue du Cardinal Lemoine. On est au métro Cardinal Lemoine, juste à côté de la caserne des pompiers. Alors, l'Abilipo, pour l'instant, est toujours l'unique établissement français consacré à la conservation et à la promotion des littératures policières et d'espionnage. On est ouvert à tout public, c'est un fonds spécialisé, mais ce n'est pas une bibliothèque universitaire. Et donc, pas de conditions d'accès restrictives. Voilà. Par contre, on ne fait pas de prêt. Donc, c'est uniquement une bibliothèque plutôt d'études et de conservation et de consultation sur place. Alors, la première mission, c'est en fait la conservation et aussi la valorisation. Donc, je vais en dire quelques mots après. La valorisation d'un patrimoine littéraire, donc une littérature de genre qui a longtemps été décriée, négligée, pas conservée du tout. C'est assez récent que ce soit devenu un objet d'étude universitaire, de recherche et de conservation. Voilà, donc c'est un mouvement, on peut le situer fin des années 70, début des années 80. Donc vous voyez, c'est assez récent. Alors on va proposer dans cette bibliothèque un fonds de fiction, principalement en français ou traduit en français, et des collections qui permettent de consulter en fait la quasi-intégralité de l'édition française dans le domaine du polar et de l'espionnage. Alors en 84, lorsque nous avons créé le fonds, les romans les plus anciens, c'était 1920, la fin des années 1920, c'est-à-dire ça correspond à la naissance de la collection du Masque, que vous connaissez tous, et 1927 avec le premier, et donc Agatha Christie et son fameux meurtre de Roger Ackroyd. Donc en gros, c'était ça. Et après, à partir de 95 jusqu'à maintenant, les collections se sont beaucoup enrichies. On est repassé du côté du 19e siècle, de la fin du 19e, et on a plutôt été chercher côté de la littérature populaire, les Mystères de Paris et autres productions de ce genre. Et on a beaucoup enrichi un fonds qui est très intéressant, qui est un peu une niche, mais qui n'existe pas beaucoup en dehors de la BNF, bien sûr qu'il y a tous les moyens qu'on sait, qui sont des publications de romans en fascicules, en feuilleton, voilà, des publications bon marché sur du mauvais papier, mais qui sont devenus des objets très intéressants. Alors, on continue dans les acquisitions. Les commandes, c'est à la fois de la commande de production courante, c'est-à-dire les nouveautés, donc les livres des autrices, et en même temps compléter toutes les collections anciennes, puisqu'on a encore beaucoup de lacunes ça et là. Alors, c'est un fonds de romans qui est principalement dédié à la littérature adulte, mais on a aussi un fonds de littérature policière jeunesse, avec des choses assez anciennes et d'autres qui le sont un petit peu moins. L'avantage d'avoir ce fonds de conservation, c'est de présenter aussi un grand panel de collections et d'auteurs, des choses qui sont disparues ou qui ne sont plus disponibles, qu'on peut trouver d'une manière très dispersée et pas forcément toujours chez des bouquinistes ou des collectionneurs ou des libraires d'anciens. On a également, donc, pour la partie ouvrages de référence, donc là j'ai parlé de la fiction, on a aussi un fonds d'ouvrages de référence, donc, que Caroline connaît très bien. Donc ce sont des ouvrages documentaires sur évidemment les domaines littéraires, les auteurs et les études et toutes les catégories de polar qu'on peut trouver, mais aussi sur la criminologie, la criminalistique, la police, la justice. On n'est pas des fonds spécialisés, donc ce n'est pas un fonds entièrement exhaustif, loin de là. On a développé beaucoup sur le cinéma policier, le théâtre policier, même les jeux, voilà. Et après, notre axe majoritaire, on va dire, c'est le vrai fait divers, criminel de préférence, et les vraies affaires criminelles, voilà. On a donc des périodiques, comme toute bibliothèque de conservation, il y a à peu près 2000 périodiques, donc français et étrangers, des périodiques courants, des périodiques actuels, bien que les revues papier, comme vous imaginez, la production se raréfie et que, voilà, aux dépens, plutôt parce qu'on favorise les revues en ligne et que nous, du coup, on peut beaucoup moins suivre, sachant aussi que l'Abilipo, elle a ouvert en 95 avant Internet. Et que l'évolution, c'est aussi que les usages et les demandes ont beaucoup changé.
Voilà. On a aussi des collections qui ne sont pas uniquement livresques. Donc là, on parle beaucoup d'imprimés, mais on a un fonds iconographique qui est assez riche. On a plus de 1800 affiches, donc principalement des affiches cinéma policier, mais théâtre, ou alors des affiches d'annonces de périodiques quand on annonçait le prochain épisode de Judex. Voilà, donc des choses comme ça. On a des dossiers de presse, 12 000 dossiers de presse. Alors, c'est des dossiers de coupure de presse biographiques sur les auteurs ou les réalisateurs, ou thématiques sur les affaires, ou les attentats, les affaires. Enfin, là, on décline tous les sujets un peu que vous pouvez imaginer. Mais on a aussi des partitions, complaintes criminelles, voilà, des jeux de société et un petit peu d'objets, des goonies, des choses glanées ça et là. Alors, toutes ces collections, majoritairement tout ce qui est imprimé, vous pouvez en prendre connaissance dans le catalogue des bibliothèques spécialisées qui est accessible en ligne sans aucun souci. Alors, on peut se demander pourquoi pas de prêt, eu égard à la popularité du genre. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2014, la bibliothèque, la ville de Paris est liée à une convention avec la Bibliothèque nationale de France. Et donc, on était attributaire d'un exemplaire issu du dépôt légal. Vous savez que les éditeurs doivent déposer un exemplaire à la bibliothèque, à la BNF. Et à ce moment-là, il y avait un deuxième exemplaire qui était dispatché dans un réseau selon les domaines qui étaient couverts. Donc, en 2015, il y a eu une réforme à la BNF du dépôt légal, que je ne vais pas expliquer ici, bien sûr. Donc, c'est plus qu'un seul exemplaire. Donc, bien sûr, il est attribué à la BNF. Et heureusement, les crédits d'acquisition ont pu être compensés par l'administration, puisqu'on avait à peu près systématiquement 1300 à 1500 volumes par an qui arrivaient systématiquement gracieusement. Donc, il fallait qu'on continue à acheter et à compléter les collections et à compléter le fonds. On a des dons d'archives aussi. Donc là, les archives, ce sont des documents qu'on traite d'une manière beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile. Mais par exemple, on a un gros fonds de Pierre Billard. Alors pour ceux qui connaissent, c'était le créateur des Maîtres du Mystère, les pièces radiophoniques. Donc on a un fonds assez important de tapuscrits, c'est-à-dire les pièces tapées à la machine. Voilà. On a une partie d'archives de Marcel Duhamel, des éditions Gallimard. Donc Marcel Duhamel qui a créé la série noire en 1945. Donc des lettres, des contrats, de la correspondance, des lettres de refus, des lettres d'acceptation, etc. Et puis des choses plus atypiques, par exemple, on a un fonds très important d'archives de René Navarre, dont personne ne sait qui est René Navarre, bien sûr, qui était une vedette du cinéma muet très, très connue et qui a été chez nous, voilà, un petit peu par hasard, et qui a été l'incarnation du premier Fantomas à l'écran dans la série des films de Louis Feuillade en 1913. Voilà pourquoi René Navarre, qui a eu une grande carrière, a atterri à la Bilipo. Donc, on propose aussi une politique d'action culturelle depuis le début. Ça, c'est la partie valorisation. Donc, des expositions. Il y a eu de grandes expositions du temps où la période budgétaire était beaucoup plus favorable, on va dire. Donc, des expositions, des rencontres, des tables rondes. Voilà, on est une petite équipe, c'est une petite bibliothèque en fait. Les vaisseaux, le vaisseau amiral, ça va être la bibliothèque historique de la ville de Paris, la bibliothèque Forney, la bibliothèque administrative qui est la bibliothèque de l'hôtel de ville. Nous, on fait partie de la même famille, mais pas dans la même cour. Donc, on est une petite équipe, on n'est que 5. Donc voilà, et on a quand même réussi à monter à peu près depuis 2021 21 rencontres et 6 expositions qui ont été plus modestes que ce qu'on faisait au tout début de la Bilipo, mais qui sont des expositions surtout de valorisation des ressources des collections. Un important réseau de partenaires institutionnels et associatifs, puisque le polar vivant, à travers les festivals, c'est beaucoup le monde des associations, donc des grands festivals, des petits festivals. Actuellement, le plus grand français, on va dire, c'est Quai du Polar à Lyon, mais il fut des temps beaucoup plus anciens où ça a été lancé à Reims. Voilà, mais là, ça remonte au début de la Bilipo, au début des années 80.
Donc, on a aussi des animations d'ateliers d'écriture. Il y a beaucoup de gens, enfin, l'atelier d'écriture en général, ça marche très, très bien. Et beaucoup de gens aimeraient savoir écrire une nouvelle policière, un texte policier. On a des accueils de groupes, des accueils et des visites d'adultes, des groupes scolaires, donc tout ça à 5. Donc, voilà, il y a des périodes un peu fastes et d'autres un petit peu moins. Et on s'intéresse vraiment, enfin, c'est dans les missions de la Bilipo d'être à la fois sur la recherche sur cette littérature qui maintenant, on a une recherche en littérature populaire, on va dire, qui dépasse beaucoup le simple périmètre du polar. Donc, et puis le monde vivant, quelles sont les manifestations, quelle est l'évolution du genre, quelles sont les tendances un peu éditoriales. Donc, le sujet de ce soir en fait partie, par exemple. Et donc, le projet de la Bilipo, sans qu'on l'ait cherché, en 2022, donc depuis 1984, en fait, on est un peu en situation de monopole sans l'avoir du tout. Ce n'est pas parce qu'on a éliminé nos concurrents d'une manière sauvage, c'est qu'on n'a pas d'équivalent institutionnel ni en France, ni en Europe, bizarrement. Alors que dans les pays anglo-saxons, on aurait pu se dire, en fait, il n'y a pas. En Espagne, par exemple, il y a à Barcelone, une très importante, il y avait une manifestation qui s'appelait la Semana Negra sur le roman noir espagnol. Et donc là, il y a un fonds dans une très grande bibliothèque à Barcelone, j'ai oublié le nom, où c'est consacré au roman noir. Voilà. Donc, on a des correspondants un peu dans tous les pays où on essaye de se débrouiller plus ou moins en anglais ou en espagnol quand on trouve des gens. Mais disons qu'il n'y a pas d'équivalent, en fait. Depuis 26-27 ans qu'on existe, il n'y a pas eu de Bilipo créé en province, par exemple. Alors, on ne disait pas de près, et à l'horizon 2024, avant d'être peut-être un peu avalé par les JO, au tout début de l'année 2024, si on peut, on pourra peut-être mettre en place une offre de prêt, mais comme c'est une petite bibliothèque et des mètres carrés non extensibles, ça sera une offre de prêt qui sera un peu différente des nouveautés qu'on trouve un peu de partout, puisque toutes les bibliothèques en moyenne ont un fonds de nouveautés polars. Nous, on va plutôt cibler sur l'esprit bibliothèque idéale, les grands noms, les grands incontournables, ceux qu'on ne voit plus mais qui sont encore édités, ou les petits éditeurs indépendants, c'est-à-dire des collections qu'on ne va pas trouver tout le temps dans tous les magasins, toujours en tête de gondole, toujours les mêmes, un petit peu. Donc, un fonds de fiction jeunesse et adulte avec des BD et des mangas, parce qu'on a un beau fonds de mangas policiers. Voilà. Donc, c'est une bibliothèque qui a encore du potentiel, qui peut se renouveler et qui a encore des choses, si on nous donne les moyens de le faire, qui peut encore avoir un bel avenir, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, merci de nous avoir bien fait découvrir cette malle au trésor que constitue votre bibliothèque. Et je pense qu'effectivement, bon nombre ici l'ont découverte. Bon, les chercheurs et les auteurs la connaissaient peut-être. Et je pense que grâce à votre présentation, eh bien, on la fréquentera encore mieux. Peut-être d'ailleurs, les personnes qui fréquentent la Bilipo pourront nécessairement y trouver eh bien, les personnages qui sont créés par les auteurs et les autrices, en l'occurrence. Et donc, ce sont les personnages que nous allons questionner dans cette deuxième partie de table ronde, les héroïnes, les héros, mais surtout les héroïnes de ces polars. Alors, nous avons Caroline Granier qui a consacré un travail important à ces profils de femmes héroïnes de la littérature policière, et puis Mathieu Arbogast qui, lui, s'est plutôt consacré à l'étude des personnages et des héroïnes des séries télévisées. Alors, comment se présentent-elles, ces héroïnes? Est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes? Quel est le profil? Vous, Caroline, qui avez travaillé longuement là-dessus, à quoi ressemblent-elles? Alors, j'ai choisi, moi, je suis partie vraiment à la recherche d'héroïnes. C'est pour ça que mon deuxième livre s'appelle « En quête d'héroïnes ». Donc, j'ai cherché des femmes qui avaient le premier rôle dans les romans.
justement pour faire ce pendant à ce cliché un petit peu du dur à cuire, le détective type qu'on voyait, voilà, qui finit par être une sorte de cliché. Et j'ai vu aussi alors j'ai essayé de faire une petite typologie parmi toutes les héroïnes que j'ai rencontrées. On trouve beaucoup, alors peut-être dans un premier temps, surtout dans les années 80, 90, des personnages de dur à cuire qui vont vouloir voilà, s'imposer sur le terrain des hommes, qui font tout comme les hommes. Des femmes puissantes qui sont à l'aise dans le monde masculin et qui veulent montrer qu'elles peuvent rivaliser avec leurs homologues masculins, donc elles se battent, parfois elles boivent autant que leurs collègues, elles sont souvent célibataires, complètement disponibles, et on oublie qu'elles sont des femmes, hein, c'est ça, voilà. Leur sexe biologique n'a plus beaucoup d'importance. Je dirais que c'est quand même un peu le cas de Alice Yekavian, le personnage de Claire Raphael, au départ, hein, où elle dit à un moment qu'elle doit apprendre à être forte et dure à ses débuts dans la police. Il y a ce petit passage où il faut quand même montrer qu'on a les capacités. Et Loïs Bouquet aussi, qui veut toujours être parfaite, hein, qui s'impose une certaine dureté aussi. Donc on voit beaucoup des personnages comme ça, des femmes, bon, on dit souvent elles en ont, quoi. Voilà. C'est franchement couillu parfois, c'est le terme employé. Votre intention à toutes les deux c'est vraiment un petit, ça suffit pas à résumer vos personnages, hein, mais c'est une petite phrase que j'avais notée au départ, et puis ensuite, je pense qu'elle trouve une voix qui est beaucoup plus, où elles, voilà, nuancées, où elles arrivent justement à affirmer ce qu'elles sont sans s'enfermer dans un rôle. Mais il y avait cette petite allusion au fait que c'est jamais facile de s'imposer. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas certaine qu'une femme qui n'ait pas suffisamment de caractère, et après, quelle que soit la manière qu'elle aura de s'imposer, mais dans des corps, en tout cas comme la gendarmerie, je pense très sincèrement, et que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il vaut mieux savoir résister au vent contraire, hein. Donc c'est la question de la pugnacité, la question de la résistance. Je pense qu'elles sont des questions incontournables dans les tempéraments de femmes que l'on campe dans ces milieux-là, qui sont des milieux majoritairement masculins, avec tout le machisme que l'on peut subodorer et qui n'est pas pur fantasme, hein. Voilà. Donc ça ne peut, ce serait difficile d'imaginer une femme qui commande en plus dans ce milieu-là et qui soit habillée en jupette et qui soit tout en sucre. Ça paraît très compliqué. Enfin, oui, je crois qu'effectivement, ce sont des métiers, police, gendarmerie, sont des métiers qui sont quand même pas faciles et assez contraignants. Donc, il y a une rigueur, une endurance et une détermination qui sont nécessaires. C'est pas de la virilité, à mon sens. Et donc, ces femmes qui exercent ces métiers-là, dans la réalité ou dans la fiction, doivent forcément avoir plus ou moins ces qualités-là, ce qui ne veut absolument pas dire que ce sont ce qu'on pourrait appeler des femmes viriles. Alors ça, c'était ma première catégorie, où on a un petit peu cette tendance-là à voir des femmes finalement qui deviennent, qui incarnent une certaine virilité pour singer un petit peu les hommes. Ça, voilà. Il y a un deuxième profil, et puis souvent c'est bien sûr plus nuancé que ça, hein. Quand je fais des grandes typologies, ça recouvre jamais un seul personnage. Mais deuxième catégorie, ce serait, je me suis intéressée au personnage d'enquêtrice enceinte ou avec enfant, parce que là c'est plus possible de faire comme, on n'est plus comme les hommes, on n'est pas à égalité, là on peut pas, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand une enquêtrice est enceinte? Et il y a vraiment des personnages absolument magnifiques, et ça questionne. Alors je pense en particulier à une autrice écossaise, Denise Mina, qui est un personnage de femme, alors enceinte de jumeaux en plus, et alors une scène magnifique où elle est devant un cadavre en putréfaction, enfin une scène absolument horrible, et elle sent dans son ventre les jumeaux qui bougent, enfin, et la mort, la vie qui se mêlent, et du coup le corps des femmes devient vraiment, vraiment ici très présent. Et puis c'est quand même aussi deux personnages très comment dire, stéréotypés, hein. D'un côté les durs à cuire, célibataires, ils font comme les hommes, de l'autre les femmes, les mères, les amantes. Bon, il y a aussi évidemment toute la gamme des femmes, beaucoup de nuances entre les deux, et puis des anti-héroïnes. Mais il fallait d'abord que les femmes puissent être bien installées dans cette position d'héroïne pour qu'on crée des femmes héroïnes avec des failles, avec des faiblesses,
qui peuvent être, alors j'ai beaucoup d'enquêtrices handicapées, névrosées, dépressives, parfois complètement alcooliques, marginales, et qui osent montrer leur faiblesse. Un très beau personnage aussi, c'est dans un roman relativement récent de Ilaria Tutti, une Italienne, personnage de Teresa Battiglia, qui est une femme qui est proche de la retraite. Elle est commissaire, respectée de son équipe essentiellement masculine, une très très forte personnalité, un très beau personnage. Elle a du diabète, déjà c'est pas simple pour elle, et elle commence à avoir Alzheimer. Et là, c'est compliqué. Comment elle va faire face à ça? C'est des très très beaux personnages. Voilà, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est vraiment la diversité de ces manières de vivre, de s'imposer dans des milieux essentiellement masculins, dans des métiers très masculins, et plusieurs manières d'être, j'ai appelé ça plusieurs manières d'être féministe. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule norme. On peut être féministe tout en ayant des talons hauts et des jupes et en s'en servant comme arme parfois. On peut être féministe tout en refusant ces normes de beauté, ces assignations genrées. Voilà, pour reprendre les mots de ton personnage, et Louise Bocquet, elle dit elle en a marre des femmes qui voudraient présenter un seul et même modèle. Donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y avait plein de façons de trouver une émancipation, en fait, une façon, ces femmes, ce qu'elles veulent, ces personnages, c'est qu'on ne les empêche pas de faire ce qu'elles ont envie de faire. Alors, des personnages, des héroïnes de polar, on en trouve donc dans la littérature, on en trouve aussi dans les séries télévisées. Il y a beaucoup de séries de plus en plus. Mathieu Arbogast, vous en avez étudié 36, je crois. Hein. Alors, 36 dans ma thèse, mais en fait, je travaille plus largement sur les séries, mais c'est vrai que on retrouve la popularité du polar, on la retrouve aussi à la télévision. Et le polar à la télé, il est aussi ancien que la télé elle-même, parce que il y avait des séries, les premières séries policières en fait dans l'audiovisuel, elles sont à la radio, et elles ont traversé. Elles ont fait le passage de la radio à la télé. La série américaine Dragnet, qui a été recréée plein de fois, elle est apparue dès 1948 à la télé, alors qu'elle avait été créée à la radio, pour dire que vraiment, le genre du polar, il est très ancien. Et on a presque aussitôt, d'ailleurs, des policières. Mais, la typologie que vous venez de faire, enfin que tu viens de faire, pardon, en fait, on la retrouve structurée chronologiquement et en fonction de critères bien précis, parce que la différence majeure des séries par rapport aux romans, c'est que c'est vraiment, on est dans une industrie. C'est aussi pour ça que la notion d'auteur est quasiment absente, même s'il y a des séries qui sont adaptées de romans. Par exemple, dans mon corpus, alors en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de personnages de femmes, mais la série Un flic, elle est adaptée des romans de Hugues Pagan. Il y a des séries comme Bones, une série américaine qui est adaptée de la série de romans d'une anthropologue judiciaire qui se met en scène dans ses propres romans. Mais quand même, il y a assez peu de similarités avec le côté plus artisanal du monde du roman. Et ce qu'on va trouver, c'est qu'on a tu as commencé par présenter les durs à cuire. C'est plutôt une évolution récente, en fait, à la télévision, dans les séries, l'apparition des durs à cuire, parce qu'il y a toujours, jusqu'à récemment, il fallait presque toujours que la policière de série soit séduisante et très féminine, surtout pas dure à cuire. La première occurrence, dès la fin des années 50, c'était une série qui est passée quasiment inaperçue, Decoy, elle n'a même pas été diffusée en France, je pense, donc elle n'a pas de titre français. C'était des femmes qui étaient en robe, en jupe, qui intervenaient plutôt auprès des prostituées dans la rue, donc qui devaient se fondre dans
dans un espace public où on attend d'une femme qu'elle ressemble à un certain stéréotype de féminité. Il y a eu un grand succès dans les années 80. Angie Dickinson, qui s'était illustrée au cinéma dans Rio Bravo notamment. Alors là, je parle d'un temps que les moins de... Bon, mais je l'ai découverte récemment d'ailleurs, cette série, mais qui est pas mal. Angie Dickinson, elle joue une flic qui est compétente. Ça, c'est vraiment toujours on n'a presque pas d'anti-héroïne. Ça va avec le côté industriel de la série, de la télévision de masse, des grandes chaînes, c'est qu'on a toujours des personnages positifs, grosso modo. Ils peuvent avoir des failles, mais c'est grosso modo des personnages positifs. Cette personnage, elle est régulièrement réconfortée par ses collègues, parce qu'elle a du mal à encaisser qu'une affaire s'est terminée avec un criminel qu'elle a dû tuer, alors que c'est vraiment le cliché de la série policière où le personnage masculin habituel, on ne voit pas verser une larme parce qu'il a déchargé son arme, ou même le fait d'avoir tiré pour la première fois, il y a de quoi être un peu chamboulé, c'est un peu une épreuve du feu dans la profession. Dans les séries, ce n'est pas du tout le cas, sauf pour les premières héroïnes féminines. Et c'est plutôt récemment qu'on voit des personnages, mais qui ne sont pas les personnages les plus centraux. On va les retrouver dans des créneaux, on va les retrouver sur des chaînes du câble, on va les retrouver programmées le soir, ou alors ce sera des séries qui ne sont pas du tout mises en avant, qui ne sont pas très populaires, où on va retrouver des personnages de policières qui s'écartent des stéréotypes. Par exemple, et en particulier, il y a une sorte de tabou à montrer une policière enceinte, alors encore plus sur le terrain et utilisant son arme. Je connais un exemple. Ah, s'il y a un deuxième exemple récent, voilà, on se l'échangera plus tard. Une série américaine qui s'appelle Marshall, qui est loin d'être la plus populaire, c'est pas Les Experts ou autre, ou La Casa de Papel, c'est vraiment pas le même niveau de succès, où l'actrice a continué à jouer en étant enceinte, et il y a une scène où elle met elle se retrouve à mettre un gilet pare-balles, mais qui dissimule très mal son ventre. Elle doit être à 8 mois de grossesse quand elle tourne cette scène, et elle tire et elle tue. Là, on est vraiment dans une scène très transgressive, mais qui est, donc, je croyais unique, mais presque unique à la télévision. Et des personnages qui sont avec, comme celle qui est diabétique, qui ont des problèmes psychologiques ou relationnels. On en a assez peu. Il y a une série dano-suédoise, notamment, qui s'appelait Brown Brun, qui a été adaptée plusieurs fois, The Tunnel, etc. Où là, on a une personnage qui est un petit peu inadaptée socialement, autiste, et qui n'est pas aimable. Qui est autiste. Enfin, dans l'original, alors, moi, j'ai lu les romans. Oui. Dont voilà, dans elle est vraiment autiste. Elle est pas, le mot n'est pas prononcé, donc il y a un peu un doute, mais du coup, elle n'est pas présentée comme un personnage aimable. Bon, c'est une série qui est plutôt passée sur le câble en France. Et il y a une autre série à laquelle je pense aussi, où il y a une femme qui risque tout et qui est littéralement rattrapée par le col par son collègue masculin qui, lui, a un petit peu plus la tête froide. Une série qui s'appelle Chase, C-H-A-S-E, la poursuite, quoi. Mais je crois que c'est le nom de la personnage principale. Il y a toujours des jeux de mots comme ça dans les séries, comme dans les polars, c'est assez typique. C'est une série qui passait sur TF1, certes, la plus grosse chaîne française, mais à 23h. Donc vraiment, on a une évolution qui est assez récente, une diversification quand même, ces dernières années, avec des personnages qu'on va trouver notamment où on va s'écarter de l'obligation de séduction, notamment en termes d'âge, de silhouette, mais ça reste quand même très minoritaire d'avoir
une policière âgée, comme dans les enquêtes de Vera, qui passent le dimanche soir régulièrement sur France 3, ou qui s'arrange avec les règles, comme dans Bancroft ou Happy Valley, qui est une série anglaise. Les séries anglaises s'autorisent un peu plus de transgression quand même dans leurs personnages, mais c'est un peu plus rare pour d'autres. Donc, si on reprend un petit peu la typologie, on la retrouve pas de la même manière à la télévision, où il y a vraiment quand même massivement des femmes jeunes, minces, il y en a très peu qui ont plus de 50 ans par exemple, et relativement féminines, on va dire, suivant les codes traditionnels, qui passent aux heures de grande écoute. Et si on a pour dire vite, plus on va avoir des personnages de femmes qui s'en éloignent, plus ce sera... Et plus elles sont reléguées, alors. Exactement. Les personnages marginaux sont relégués aux marges de la programmation. Ouais. Ça veut dire que donc il y a moins de liberté, les personnages sont moins libres et moins fantasques en télévision. Alors, il y a beaucoup moins de liberté, effectivement. Il y a une série qui était une série emblématique pour une génération de féministes, en tout cas américaines, même si elle a été diffusée en France, Cagney and Lacey, Cagney et Lacey, à la française. Donc, un duo de policières, ça, c'était très nouveau, parce que du coup, on les voyait souvent sans collègues hommes. Ce qui était très important aussi, c'est que du coup, comme elles étaient deux, elles étaient différentes, et du coup, on voyait deux manières différentes d'être policières. Donc ça, c'était très nouveau, mais ce sont deux femmes féministes assumées qui ont porté ce projet, qui a vu le jour par l'intermédiaire grâce au mari de l'une d'elles qui était producteur, sur une des plus grosses chaînes américaines de l'époque, ABC. Mais en fait, il y a eu des livres depuis qui ont été consacrés à cette série et qui ont montré que, en fait, elles ont dû avaler beaucoup de couleuvres, elles ont dû s'éloigner beaucoup de leur projet initial, et alors même que la série a été présentée comme très féministe, parce qu'on y parle de cancer du sein, on y parle d'avortement, des sujets qui n'étaient pas trop abordés par les séries policières grand public, parce que là c'était vraiment grand public, hein. En fait, par rapport au projet initial, elles ont dû beaucoup rogner, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, et le pouvoir, il est plutôt du côté des chaînes, du côté des producteurs aussi, et du côté des chaînes. Et du coup, il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de ratures, et entre ce qui est entre l'intention des créatrices et ce qu'on a à l'écran, il y a beaucoup de filtres. Parfois beaucoup d'écarts. Et un écart aussi entre les intentions initiales et le résultat final. Ouais. C'est Caroline, Céline. Céline, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ah, il y avait une question, oui. On peut poser une question, oui. Attendez, s'il vous plaît. C'est pour l'enregistrement, en fait. Ça, c'est les écrivaines. Ça. C'est pour les personnes qui sont en ligne et qui voudront entendre votre question. Je les comprends. Si, ça marche. Okay. L'héroïne d'Engrenage, vous la situeriez où, que ce soit sociologiquement? Engrenage, je ne vois pas. Alors, en termes de série. Alors, effectivement, elle est assez illustrative de ce que je viens de dire, puisque c'est une série de Canal+, qui a franchi l'Atlantique et la Manche sous le titre de Spirale. Donc, elle a été vraiment gros succès critique et d'estime, plutôt série de créatrices. Mais du coup, voilà, on est déjà dans une série qui n'est pas complètement grand public. Hein. On est dans une série de Canal+, qui n'est pas passée à 21h sur les plus grandes chaînes publiques françaises. On l'a retrouvée sur Netflix, mais je ne suis pas certain qu'elle ait eu une audience énorme dessus. Elle est plutôt du côté des durs à cuire. Il y a, elle
elle est assez complexe, elle est vraiment intéressante évidemment de plein de manières parce qu'elle Elle est enceinte dans une des dernières saisons justement. Et il y a des scènes très transgressives parce qu'elle a un rapport, elle ne sait pas quoi faire de cette maternité, elle ne sait pas quoi faire de l'enfant une fois que l'enfant est né. Là, c'est plutôt le père qui est un commissaire en costume, qui lui est, il a beau venir de la BRI, il est très paternel, alors qu'elle ne sait pas comment combiner justement le fait d'être mère avec son identité de policière. Elle sait pas comment relier les deux. Et c'est intéressant aussi sur ce que ça dit d'une certaine. En gros, ça renvoie au fait que le métier reste quand même sur un modèle masculin, et c'est vrai qu'il y a une tendance les femmes vont plus savoir à se rapprocher d'un modèle de masculinité. Il y a une sociologue américaine, un sociologue américain, pardon, qui a parlé de masculinité féminine. Et Geneviève Prudhomme reprend ça aussi, Pruvot, quand elle a travaillé sur les policières dans les commissariats, pas du tout. Je vous conseille d'étudier ce personnage féminin qui effectivement est assez complexe parce qu'il y a cette dualité, je pense, effectivement, de par son métier, d'avoir voulu être badass pour pouvoir s'imposer dans ce monde d'hommes et tout d'un coup de se retrouver face à son corps de femme et de maternité qui arrive et de plus savoir comment gérer ça, surtout en tant que chef d'équipe, la peur aussi de perdre certainement son pouvoir sur les hommes du fait que son corps l'a trahi, lui rappelle qu'elle est une femme. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Mais ça veut dire que ces personnages rejoignent la vraie vie, en définitive. Non ? Est-ce que la vraie vie, c'est d'avoir des enfants pour une femme? Je n'ai pas bien compris la question. C'était un peu les questions ambigu. Il y a aussi, oui, alors ma question n'est peut-être pas très claire, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'événements de vie et que les personnages finalement de ces séries ou de ces ouvrages ne sont pas des personnages lisses sur lesquels tout glisse. Lesquels sont les plus... est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une similitude entre les personnages créés dans les ouvrages, dans les livres, et celles créées dans les séries? On évoquait tout à l'heure l'espèce de chronologie un peu inversée sur l'évolution de la typologie, mais elles se rejoignent finalement ou pas? Alors, je pense qu'il y a un point sur lequel elles se rejoignent, c'est qu'il y a une diversification actuellement. Pour dire vite, sur le créneau, pour spécifiquement la thèse, j'avais regardé un créneau bien précis, le créneau de 21h, sur les 4 plus grosses chaînes en termes d'audience, et ça reste à peu près vrai malgré la montée des plateformes, TF1, France 2, France 3, M6. Sur une année en 2010, il y avait 36 séries différentes, 36 séries policières différentes, diffusées sur ces 4 chaînes, à cet horaire entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est quand même conséquent. C'est déjà pas mal. En 2020, il y en a 52 différentes. Donc on a, souvent avec moins d'épisodes pour chaque série, mais donc on a une inflation du nombre de séries. Moi, j'ai renoncé à l'ambition de les lister toutes. Je cherchais à les lister toutes depuis la création des séries policières à la télé. En plus, mal m'en a pris, j'ai pas voulu me limiter à la France. J'en suis à plus de 1000. Je pense qu'à 1500, j'aurais pas fait le tour. Mais je pense que cette multiplication du nombre de séries différentes s'accompagne d'une diversification quand même des personnages. On voit des personnages de mères divorcées qui négocient avec leurs collègues masculins, dans une série française qui s'appelle Tandem, par exemple. On voit des femmes dures à cuire, des femmes plutôt en jupe rose. On parlait de The Closer en préparant.
Donc, plutôt une diversification. Mais il n'y a quand même pas tant que ça, par contre, de pont entre les personnages nés dans les romans n'arrivent pas toujours sur le petit ou le grand écran. Ouais. Alors, ça m'a fait penser, votre question là, sur l'enquêtrice qui est enceinte. Alors, il y a un très beau personnage aussi de Tess Gerritsen, grand best-seller aux États-Unis. Et une de ses héroïnes, c'est Jane Rizzoli. Alors, ça vous dit quelque chose, voilà. Donc, elle est vraiment, elle est poigne de fer, elle vit que pour son boulot. Voilà. Et puis, un jour, elle se met avec un collègue, mais tardivement. Et puis, plus de 40 ans, elle se retrouve enceinte. Et là, c'est la catastrophe. Mais je ne vais pas y arriver, je ne peux pas être mère. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester à la maison. C'est bon. Et puis, elle accouche. Alors, elle accouche, je crois, dans des conditions absolument assez drôles. Elle est en train de traquer un tueur, je crois. Et puis, voilà, enfin, elle arrive à accoucher. Et là, c'est très, très dur pour elle de rester chez elle pendant le congé maternité. Et elle ne peut pas. Et elle n'arrive pas à allaiter. Enfin, puis ça c'est pas possible. Donc, à un moment, il faut qu'elle négocie avec son conjoint en disant « Mais c'est ma vie, tu ne peux pas m'empêcher de faire mon métier. » Donc, elle explique à sa petite fille, là, qu'il y a quelques mois, voilà, maman va aller traquer un tueur en série. Elle le fait pour que tu puisses vivre dans un monde meilleur. Il faut que tu comprennes ça. Donc, tu vas m'attendre, tu vas être sage. Et puis, quand elle revient, et puis elle embarque son bébé, je crois, enfin, je ne vais pas vous raconter la fin, peut-être. Enfin, je raconte pas, c'est toujours embêtant, j'ai toujours envie de... Bon. Enfin, à la fin, tout va bien, elles sont saines et sauves. Et là, elle prend le bébé dans ses bras et elle arrive à l'allaiter. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, on est dans la fiction, évidemment, mais c'est montrer une autre façon d'être mère, peut-être, une autre façon de faire les choses. Et puis, c'est aussi remettre en question le partage des tâches, parce qu'à son mari qui lui dit « Mais tu es mère maintenant et tu es responsable, ne prends pas de risque », elle dit « Non, le risque fait partie de la vie, ça, il faut que tu l'acceptes. Le risque est là et toi et moi, nous sommes parents. » Voilà, la parentalité peut être partagée aussi. Je pensais à un autre beau personnage de mère d'adoption, c'est parce que là, je voulais parler d'elle un petit peu, Danielle Thierry, que ici vous devez bien connaître. On connaît, oui, bien sûr. C'était, pour celles qui ne connaissent pas, c'était une première femme à accéder au grade de commissaire des divisionnaires et qui est également autrice de romans policiers. Et elle a donc ce personnage de la commissaire Marion, qui est un très beau personnage aussi, qui à la fois ne vit que pour son métier et absolument dévoué corps et âme à ses enquêtes et qui en même temps veut pas renoncer à l'amour, au désir. Elle a d'ailleurs un moment un accident qui lui laisse des séquelles un petit peu où elle ressent des désirs un peu incontrôlables, un peu n'importe quand, qui viennent un peu perturber l'enquête. C'est intéressant. Le désir fait vraiment irruption là dans un cadre un peu rationnel, on va dire. Et elle adopte à un moment une petite fille et elle se sent pas du tout faite pour son rôle de mère. Elle dit c'est pas possible, je peux pas. Bon. Mais en même temps, voilà, ça se passe comme ça. J'avais une belle citation du commissaire Marion. Je sais pas si je peux un petit peu. J'avais envie de donner un peu à entendre. C'est ce que j'ai fait dans le livre, c'est donner des petits, faire entendre leur voix. Ben, pourquoi pas, oui. Voilà, comme si c'est aussi pour rendre pour les découvrir, mieux les connaître. Oui, et puis je pense que ça permet de faire entendre aussi la langue des autrices. Donc voilà, citation de Danielle Thierry. Marion, puisque c'est son nom, tout le monde l'appelle Marion, c'est son nom de famille. Mais Marion considérait déjà qu'être flic relevait d'un sacerdoce absurde, voire d'un investissement à fond perdu dont personne ne lui serait jamais reconnaissant, bien au contraire. Si en plus il fallait se museler les sens, congeler sa libido, pourquoi ne pas se coudre les lèvres, se couper la langue, se déchiqueter les seins? Tout ça pour finir sa vie avec la médaille d'honneur de la police autour du cou et personne à serrer dans ses bras? Voilà, donc c'est ce que j'ai aimé chez ces personnages, c'est ces interrogations. Et puis vraiment, elles sont chacune. Moi, ce que je sens en t'écoutant, c'est quand même il y a beaucoup plus de diversité ou de subtilité, peut-être de nuances, on va dire, dans les romans, qui n'ont pas la même diffusion en même temps. Hein. C'est-à-dire que j'ai aussi été chercher des romans qui me paraissaient les plus intéressants, avec des personnages les plus complexes et qui sont souvent les moins connus aussi. Hein. Donc, on ne parle pas du même public, de la même diffusion, évidemment. Ouais, il y avait une question.
dans la salle. J'avais juste une question, enfin une remarque sur un personnage quand même de mainstream, de prime time, un peu perturbé, c'est Cold Case quand même. L'enquêtrice de Cold Case, elle passe sur France 2, elle est quand même pas très claire dans sa tête. Mais cette parenthèse mise à part, c'était, est-ce que vous voyez dans les romans que vous écrivez ou que vous avez étudiés une sorte de thématique de la sororité qui rassemblerait soit des enquêtrices, soit enquêtrices et magistrates, enquêtrices et avocates? Est-ce qu'il y a un thème, disons, d'une sororité multifonctionnelle qui déstabiliserait un monde majoritairement masculin, des choses comme ça, voilà. Est-ce que c'est une thématique, est-ce que c'est plus ou moins marqué, c'est historiquement plus présent aujourd'hui qu'avant, au contraire, je ne sais rien. Est-ce que c'est J'embraye, puisque vous avez commencé par la référence à une série, c'est encore relativement rare, et des séries qui, comme Kanya et Lacey, associent deux femmes comme personnage principal, par exemple, et qui sont aussi amies. Il y en a assez peu d'exemples. Rizzoli and Isles, donc, qui est tiré de la série de romans de Gary Sen, en fait partie. Il y en a très peu d'exemples. Il y a une série qui est passée vraiment, une série anglaise, Scott and Bailey, pourtant excellemment écrite et jouée, mais elle est passée quasiment inaperçue en France. Il y a très peu d'exemples. Il y a Astrid et Raphaël, effectivement, nouvel exemple récent d'une série française, mais on a assez peu d'exemples. En fait aussi, pour résumer en une phrase, pour les séries télé, c'est aussi qu'à la télévision, on ne parle pas trop des sujets sociaux, on ne parle pas trop de féminisme, on ne parle pas trop de politique, on ne parle pas trop de religion, on ne parle pas d'inégalité en général, on ne parle pas de racisme. Non, de quoi parle-t-on? Eh bien oui, mais on parle, mais c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on donne une impression d'être très près de la réalité, et en même temps, il y a plein de choses qui passent. Donc en fait, on présente beaucoup les choses comme si, enfin, pour les séries grand public, comme si ça allait de soi. Donc, on va avoir des équipes, des grandes équipes, par exemple, dans les séries, toute la déclinaison des experts, par exemple, il y en a des palanquets de déclinaison. On a des équipes qui sont mixtes. Donc, on a plusieurs hommes, on a aussi plusieurs femmes. Mais la question de la sororité ou des concurrences ne se pose pas. Les gens font leur travail, tout se passe comme s'il n'y avait jamais de problème. Alors que je pense que les romans se prêtent peut-être plus à montrer que ça ne va pas forcément de soi. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que moi, j'ai fait le choix d'aller chercher des romans qui critiquent le système patriarcal, qui critique le sexisme dans la police ou dans les milieux d'enquêteurs. Donc, mon échantillon n'est pas du tout représentatif, en fait. Voilà. Donc, je trouve effectivement beaucoup cette question de sororité. J'ai beaucoup de couples d'enquêtrices qui travaillent ensemble, qui veillent les unes sur les autres. Alors, par exemple, la série avec l'enquêtrice autiste. Donc moi j'ai pas du tout vu la série, mais j'ai lu l'original. C'est une autrice suédoise, je crois, qui a vécu au Canada. Bon, bref, je sais plus. En tout cas, elle publie à Paris. Et une des trois enquêtrices, en fait, elles sont trois à faire le boulot ensemble. Il y a Émilie Roy qui est profileuse, je sais pas comment on dit en français. Profileuse. Elle travaille donc avec Aliénor, qui est un personnage d'autiste qui s'intègre à l'équipe et qui est un personnage extrêmement intéressant, parce qu'un peu moqué au départ parce qu'elle a du mal à s'adapter, mais qui en fait, grâce à sa mémoire prodigieuse et sa façon de raisonner autrement, apporte énormément à l'équipe d'enquêteurs et d'enquêtrices. Et puis une troisième, c'est une journaliste aussi, et elles travaillent vraiment ensemble. Je pensais aussi, alors pour citer des autrices françaises, Ingrid Diesel et Lola Jost, deux héroïnes de Dominique Sylvain.
qui sont extraordinaires. Alors, Lola Jost, c'est une ancienne, enfin, c'est une commissaire, donc elle est dans la police, elle est, à un moment, elle est à la retraite, elle a son caractère, elle est bien très affirmée. Et puis Ingrid Diesel, c'est, je ne sais plus, c'est sa voisine au départ, elle va l'aider dans ses enquêtes, et elle a plusieurs boulots, elle est stripteaseuse aussi, mais bon, elle ne l'avoue pas trop, et masseuse, voilà, masseuse et secrètement stripteaseuse, et toutes les deux vraiment sont en duo, et enquêtent parfois officieusement à côté des enquêtes de la police. Voilà, je pensais à ça en particulier. Mais la question de la... Alors moi, ce qui me vient quand vous parlez de sororité aussi, c'est ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est la proximité entre certains personnages d'enquêtrices et des femmes victimes sur lesquelles elles vont enquêter. Parce qu'il y a cette, oui, une sorte d'expérience partagée. Quand une enquêtrice va chercher ou interroger une victime de viol, c'est pas la même chose si c'est un enquêteur ou si c'est une enquêtrice. Non pas que voilà, il y a une différence essentielle entre les deux, mais c'est une différence d'expérience. L'enquêtrice sait que ça aurait pu être elle à la place. Et ça, c'est un thème qui est très très important. Un autre exemple aussi, c'est lorsque les enquêtrices enquêtent sur les réseaux de prostitution. C'est pas la même chose d'être un homme ou une femme quand on va enquêter. On retrouve ça avec le personnage d'Alice Yekavian, qui à un moment enquête dans un milieu de prostitution. Et c'est bouleversant à chaque fois, je trouve, ce regard de femme sur des prostituées, sans jugement, avec beaucoup de compréhension parfois. Alors on peut trouver ça chez des auteurs hommes, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le sexe de l'enquêteur n'est pas anodin. Ça change des choses. Ça change des choses parce que dans la société, hommes et femmes n'ont pas les mêmes rôles. Et du coup, dans l'espace public aussi, c'est pas la même chose d'avoir un enquêteur. C'est vraiment un révélateur des inégalités, je trouve, de voir comment l'enquête se déroule selon qu'on a voilà, cet enquêteur, cette enquêtrice. Et puis peut-être un dernier exemple que je trouve aussi magnifique, c'est Louise May. Louise May qui n'est pas très connue non plus, elle a écrit seulement 2 romans. Mais alors, c'est assez extraordinaire, c'est un peu une utopie parce qu'elle imagine une cellule de la police dédiée uniquement aux crimes sexuels, avec beaucoup de moyens, avec des enquêteurs tous féministes ou plus féministes les uns que les autres, beaucoup d'entraide et entre eux, enfin, de compréhension entre eux. Et à un moment, ce qui est intéressant, c'est que cette équipe, hommes et femmes d'ailleurs, se retrouve face à des crimes très particuliers, puisque les victimes sont des hommes, essentiellement des hommes, et des hommes auteurs de violences sexuelles, des hommes qui ont harcelé, qui ont violé, qui ont exercé des violences envers les femmes. Et on soupçonne une sorte d'expédition punitive. Et voilà, et l'équipe doit chercher des coupables, essayer de les débusquer. Et en même temps, le cœur n'y est pas vraiment, quoi. Parce que quelque part, ça fait du bien. Les femmes sont tranquilles, elles osent sortir la nuit, elles se mettent à ne plus avoir peur dans la rue toute seule. Et il y a cette position ambiguë de l'enquêtrice qui est ai-je vraiment envie d'arrêter les coupables? Bon, c'est un thème qui revient, on le voit aussi dans Un été pourri de Maud Tabachnik, paru dans les années 90. Voilà, c'est un thème récurrent, mais c'est toujours très intéressant. Et on le retrouve dans plein d'autres romans, là. Qu'est-ce qui se passe quand une femme... parfois, les enquêtrices ont un peu l'impression, en rétablissant l'ordre, de rétablir un ordre patriarcal, finalement, qui dessert un peu les causes des femmes. Et elles ne sont pas toujours à l'aise, les policières. C'est intéressant aussi. On a pris quelques questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a parmi les personnes qui nous suivent à distance. Est-ce que... Peut-être que... Alors, je vois des commentaires, donc je ne sais pas s'il y a des questions. En attendant que mon collègue rejoigne le pupitre, moi j'avais une question en tant qu'écrivaine. Quelles sont vos influences littéraires? Est-ce que ce sont des romans dans lesquels les hommes sont mis en avant, ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt une grande diversité dans les influences littéraires qui sont les vôtres? Alors en ce qui me concerne, il y a une première influence littéraire qui est le roman social du 19e siècle. Je pense tout simplement à Zola, par exemple. Et puis, j'ai lu pas mal d'auteurs et d'autrices
contemporains, revendicatifs, alors pas forcément féministes, aussi des personnes qui avaient un engagement particulier. Ça pouvait être un engagement particulier en faveur des pauvres, de tel ou tel type de personnes en situation d'exclusion. Donc c'est aussi une sorte toujours de littérature sociale, mais qui n'est pas forcément portée par des femmes. Alors on peut parler aussi d'Annie Ernaux, puisqu'elle vient d'obtenir le prix Nobel. Moi, c'est une autrice que j'ai beaucoup lue et qui m'a beaucoup intéressée, notamment par sa façon d'écrire sur elle-même et par son travail sur une forme, je dirais, d'impudeur, mais qui reste très décente, sachant que c'est une question sur le plan technique en littérature moderne qui est assez forte, la question de l'écriture sur soi, la question de l'impudeur, la question des tabous. Donc voilà pour ces inspirations. Oui, je vais pas beaucoup m'éloigner de ce qu'a dit ma consoeur. Hein. Toute la littérature sociale a fait mon terreau. Et après, aujourd'hui, je vais lire un peu de tout, en fait. De la littérature générale, de la littérature noire. J'ai pas tellement je ne me sens pas vraiment... je suis très hétéroclite, en fait, dans mes lectures. C'est pareil dans les autres domaines, en musique ou des choses comme ça. Je balaie assez large. Une question en salle, puis après on verra s'il y en a en chat. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour les deux autrices. Votre premier roman, vous êtes-il obligé à faire d'énormes recherches sur la manière dont la police travaille, dont la justice travaille, pour justement ne pas faire trop d'erreurs? Parce que ce n'est pas forcément un métier que vous avez exercé toutes les deux. Enfin, l'une a peut-être plus de policiers dans sa famille que l'autre. Mais si on n'est pas du tout dans ces domaines, comment est-ce qu'on se lance dans la première écriture du premier roman? Mon premier roman qui n'a jamais vu le jour, et tant mieux pour vous, enfin qui n'a jamais été publié, faisait fi, enfin c'était un thriller fantastique, donc partant de là, j'étais en dehors du segment qui me caractérise aujourd'hui. Le second était un thriller d'anticipation, donc je pouvais m'affranchir de la même manière des codes. Voilà, bon, comme ça ne fonctionnait pas, non, je plaisante. J'ai pris le parti de... Non, ça c'est vrai, hein, ce que je viens de dire, mais du coup, quand j'ai écrit mon premier polar avec enquête, il a fallu que je fasse énormément de recherches. Ouais, énormément. J'ai aujourd'hui la possibilité d'avoir recours à des gens dont c'est le métier ou qui ont des compétences particulières dans ces domaines-là, et c'est beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un du terrain pour dire, voilà, dans un cas comme ça, comment ça se passe en vrai sur le terrain. Mais à ce moment-là, je n'avais pas forcément ce réseau-là, et du coup, je pense qu'il y a quelques approximations. Et pour moi, c'est un peu différent parce que moi, quand j'ai publié mon premier roman policier, ça faisait déjà 20 ans que j'exerçais mon métier au sein de la police nationale. Et du coup, mon problème est presque inverse. C'est-à-dire que moi, je fais aussi l'effort de ne pas être trop réaliste. D'abord, pour ne pas dévoiler forcément toute la technicité de nos métiers, parce qu'on aime bien garder nos petits secrets. Et puis aussi pour conserver le caractère romanesque du texte. Et juste un point sur les séries, c'est qu'on pourrait penser que le fait de montrer les choses visuellement oblige à plus de réalisme. Il y a un article d'un sociologue, Guillaume Le Saulnier, je me demande d'ailleurs si ce n'était pas dans les cahiers de la sécurité intérieure, sur la manière dont les policiers voient les séries. Et à part, effectivement, Engrenage, sinon pour toutes les autres, ils disent bon, moi j'en regarde parce que ça me détend, mais justement ça me rappelle pas du tout le boulot parce que c'est pas réaliste. Alors pourtant, bon nombre de séries ont des conseillers techniques. Voilà. Oui, mais les conseillers techniques, je crois que ce sera juste un petit peu sur la manière de tenir son arme, mais pas forcément sur le déroulement du métier.
Oui, on a beaucoup de séries télévisées qui sont documentées et qui ne sont pas réalistes pour autant. Il y a des conseillers et on voit, je pense, alors dans mon métier, aux séries Les Experts ou au type Les Experts, il y en a toutes sortes. On voit clairement dans le vocabulaire, dans les appareillages que c'est documenté, mais ce n'est pas réaliste dans la mise en œuvre. Il faut aussi rappeler que dans la réalité... Alors peut-être Parfois. heureusement, et aussi peut-être parce qu'il y a une réalité qu'on peut rappeler, c'est que les enquêtes graves, les plus difficiles, sont souvent très longues, avec beaucoup de pistes qui ne mènent à rien. Et pour les nécessités du format télévisuel, il faut aller beaucoup plus vite. Donc il y a ce biais technique qui fait que au final, on a cette impression qui peut, pour nous qui sommes professionnels, être parfois un peu curieuse. On a une première impression d'une forte documentation qui existe et puis finalement, on s'y retrouve pas. Alors que c'est une part importante, oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, je disais, parce que sinon, ça serait... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai vu encore une par là? J'en profite. Peut-être une deuxième question à l'attention de Mathieu Arbogast. Je sais que vous avez travaillé sur un corpus plutôt français, voire en comparaison anglo-saxonne. Est-ce que vous êtes intéressé aux autres cultures? Je pense par exemple à l'Asie ou à l'Amérique latine, pour voir si vraiment il y a des aspects qui sont bien différents, bien tranchés sur ces questions-là. Alors, j'essaie justement d'en voir beaucoup. Alors, je n'ai pas vu les 1000 qui sont dans ma liste, mais j'ai essayé de me préoccuper, de voir au moins un épisode de beaucoup d'entre elles. Et je trouve que les séries latino-américaines que j'ai vues auraient pu, pour le contenu de l'histoire et le type de personnage, être produites en Europe. Je ne suis pas certain d'en connaître, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais d'en avoir vu du continent africain. J'en ai vu, je trouve une diversité sur un petit nombre que j'ai en tête en Asie de l'Est, une diversité de styles, de registres assez grande. Je pense à une telenovela qui est très hyper sentimentale, ça doit s'appeler Sergeant Tabloid. Donc déjà dans le titre, on voit qu'il y a un petit peu, voilà, on va pas être dans de l'enquête sur du cartel de drogue, on va être vraiment plutôt sur alors on s'embrasse sous la pluie, on se fait des déclarations, voilà, c'est un groupe de policières qui il y a une série inspirée de Twin Peaks, alors Atamine no Susakan, je crois. Alors évidemment je le prononce mal, mais c'est comme ça que je l'aurais prononcé en caractère latin. Série japonaise très inspirée de Twin Peaks dans l'esprit. Après, ouais. Ah oui, j'ai pas encore vu ça. Ouais. On parle de Deli's Crime, série indienne, voilà, avec un personnage féminin. Juste dire que le personnage de Deli's Crime est intéressant parce que la femme n'est pas du tout un rôle modèle. Elle parle beaucoup de ses histoires à son mari pour lui demander des conseils et partager. Elle n'est pas très jeune, elle n'est pas très belle, elle a du mal à y arriver et en même temps c'est assez passionnant parce que c'est assez sociologique. Et ça montre comment on vit en Inde en même temps à travers une série. Donc il y a des séries indiennes qui commencent à être très intéressantes. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces personnages, que ce soit les personnages des romans ou personnages des séries télévisées,
comment servent-elles ou servent-elles véritablement l'image de l'entrée et de la place, la légitimité des femmes dans ces métiers d'autorité, dans ces métiers de pouvoir et ces métiers de la sécurité? Est-ce qu'elles accompagnent, est-ce qu'elles servent cette légitimité ou pas, ou peu? Allez-y. Alors, moi, je pense que déjà, on a dans le roman une proposition d'un exemple, d'un modèle qui peut intéresser les jeunes lecteurs, parce que c'est vrai que à l'adolescence, on aime parfois lire des romans policiers et on peut être très marqué par les lectures qu'on a à cet âge-là. Donc, ces personnages proposent des exemples qui ne sont pas forcément exemplaires au sens commun du terme, mais qui ont le mérite de montrer que oui, la femme a sa place dans ces métiers d'autorité, qui sont à la fois des métiers d'autorité et des métiers très contraignants. C'est pas tout à fait la même chose, mais les deux se conjuguent dans les métiers aussi bien en gendarmerie qu'en police. Oui, moi, je n'arrivais pas à répondre à la question parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement plus que ça. C'est-à-dire que, et là, je profite que j'ai 2 auteurs à côté pour vous dire merci, parce que à quel point ça fait du bien d'avoir ces personnages féminins, quand on est une lectrice particulièrement, qui sont des femmes puissantes, qui ne sont pas des clichés sur pattes, qui sont des femmes, moi j'ai appelé ça des modèles identificatoires, mais c'est-à-dire on peut s'identifier à elles, ça fait rêver, ça fait envie. Et je me souviens, Danielle Thierry disait quand elle a eu sa carte de commissaire, elle disait « je me sentais conquérante ». C'est ce que je ressens de ces femmes qui entrent dans la police. Hein. Souvent, elles disent voilà, je me sens forte, je sais me défendre, j'ai ma carte de police, je sais, je n'ai plus peur. On retrouve, c'est vraiment un thème qui revient chez ces personnages. Et moi, en tant que lectrice, je ressens aussi la même chose. C'est-à-dire que les Américaines parlent d'empowerment. Alors, c'est difficile à traduire, mais d'avoir ces personnages féminins, ça donne confiance. Ça permet de l'imaginaire, et le rôle de la littérature est vraiment très, très grand. Ça forme ou ça déforme nos imaginaires. Et je pense qu'une littérature pendant des siècles écrite par des hommes, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans nos têtes. Voilà, idéologiquement, c'est pas rien de sans arrêt s'identifier à des personnages masculins et de raisonner avec un point de vue masculin. Et d'avoir, comme dit, je crois que c'est Maud Tabachnik qui dit simplement, on a un autre point de vue. Et on s'avise qu'on a écouté le point de vue de la moitié de l'humanité. Et c'est intéressant simplement d'avoir l'autre point de vue. Non pas qu'hommes et femmes, encore une fois, soient essentiellement différents, mais peuvent vivre des expériences différentes. Et ça donne des choses vraiment intéressantes. Et moi, ce que je ressens en tant que lectrice, quand je vois ces personnages de femmes, c'est vraiment une sorte de catharsis, quoi. C'est jubilatoire de voir des femmes qui triomphent des méchants. Voilà, pour une fois. C'est plus des femmes victimes, comme on en a vu tellement impuissantes, c'est des femmes qui pourchassent les méchants. Moi, je trouve que ça fait du bien. Alors, il y a une critique littéraire que j'aime bien qui parlait de fantasme de violence libérateur. Je me suis vraiment interrogée, est-ce que la violence peut être émancipatrice? Je vous laisse réfléchir à ce que vous répondriez, mais je trouve vraiment que ce sont des personnages nécessaires, voilà. Et au-delà de la police et de ce que ça peut apporter dans ces métiers-là, je dirais. Plus largement, oui. Et c'est pas seulement que c'est des modèles identificatoires par leur réalisme, par leur diversité, par leur réussite, leurs compétences pour les filles et les femmes, mais c'est aussi pour les spectateurs et le lectorat masculin que c'est important de voir des personnages de femmes qui sont des bonnes flics, qui savent faire, qui n'ont pas forcément d'ailleurs, dans certains cas, qui n'ont pas forcément besoin de collègues masculins pour s'en sortir, y compris au combat. Mais c'est intéressant pour les femmes, mais c'est aussi intéressant pour les hommes de voir que, voilà, on peut
les personnages sont légitimes, sont compétentes, et c'est aussi l'image des femmes dans les métiers traditionnellement masculins qui change, on peut espérer, dans le regard des hommes spectateurs. Alors, il y a une question en distance. Pardon, je voulais oui. C'est pas grave. Il y a une question à distance, oui. Oui, alors justement, je vais la répéter pour tout le monde. Alors évidemment, comme vous avez dit que les personnages d'enquêtrices à la télé étaient très stéréotypés, évidemment, tout le monde s'est mis à chercher des exceptions. Et quelqu'un nous cite le capitaine Marlowe, enquêtrice disruptive, selon le spectateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce personnage? Un célèbre capitaine Marlowe. Ben, je dirais que ça contribue à cette diversification qui est relativement récente quand même, d'avoir. Alors je citais aussi les enquêtes de Vera par exemple ou Happy Valley, mais il y a c'est quand même relativement récent qu'on ait cette diversification. On verra sur la durée aussi si la diversité de personnages se maintient, si dans 10 ans on peut toujours dire la même chose ou pas. Céline, je crois que vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Oui, c'était pour revenir un tout petit peu en arrière, sur la question de ce que l'on écrit, des héroïnes que l'on crée. D'abord, je crois que c'est avant tout les femmes qui doivent changer de regard sur ce qui leur est accessible, sur ce qui est possible. Vous disiez que c'est sympa de montrer, enfin sympa, c'est pas le mot que vous avez employé, mais c'était nécessaire de montrer aux hommes que nous pouvions faire, mais faisons-le. Et donc nous on écrit ce qu'on aimerait voir, et heureusement des femmes le font, et on valorise ces choses-là. Mais c'est avant tout les femmes qui prendront je crois pas qu'elles doivent attendre qu'on leur fasse telle ou telle place. Je pense qu'elles doivent la prendre. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je vais aller vite, c'est je me suis beaucoup amusé également à inverser les rôles. Et mes 2 premiers livres mettent en scène des femmes tueuses. Et c'est pas pour rien. Rompre également avec le schème de la femme victime, c'était important. J'ai aussi pris ce contre-pied dès mes premiers livres. Et je trouvais ça très important de camper la puissance féminine dans ce qu'elle avait également de plus dangereux, de plus fou, et voilà, et c'est aussi ça la recherche d'égalité. Tout à fait. Pas d'autres questions. Je crois que nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette soirée. Je crois que nous devons vous applaudir, vous remercier. Tous les 4 et tous les 5 avec Madame K pour ce moment. Vous avez donné envie de découvrir vos personnages, ce que vous avez créé, et plus encore tous les autres personnages, tout le pan très riche de la littérature polar féminine. Donc merci beaucoup à vous. Et voilà, je ne vais pas faire de nouveaux discours, voilà, mais juste vous dire que c'était absolument passionnant, et je crois que j'ai échangé un peu par SMS avec certains. Enfin voilà, c'était partagé. Donc nous avons vraiment passé une très très bonne soirée. Alors maintenant que je lirai, donc comme je le dis plutôt en espagnol et en catalan, j'essaierai de faire attention si les auteurs ou les personnages sont des hommes ou des femmes, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais trop posé la question. Donc pas seulement dans le roman policier, mais en général. Donc voilà, j'essaierai de faire attention à ces différences. En tout cas, merci beaucoup pour l'excellente soirée que vous nous avez offerte. Vraiment, merci. Merci. Merci.